Bonjour, nous sommes au creux de l'été, et en tout cas à Paris, le temps nous fait penser que nous sommes déjà en automne. Il est quand même temps de faire le point, le bilan de ces 12 mois particulièrement originaux de pratiques constitutionnelles depuis l'élection de l'Assemblée nationale en juin 2022. Alors, au-delà de tout ce qui a été dit dans la presse, des innombrables articles qui ont évoqué le renouveau du Parlement, des crises politiques qui ont marqué les débats parlementaires, de la difficulté pour les uns et pour les autres de s'adapter à cette nouvelle donne politique, un président qui ne dispose pas d'une majorité stable et cohérente à l'Assemblée nationale, il importe d'essayer de poser quelques jalons. Le premier, c'est de souligner que Mme Borne a pu gouverner. Certes, elle n'a jamais demandé la confiance de l'Assemblée nationale, car elle savait qu'elle ne l'aurait sans doute pas obtenue, mais elle n'a pas été renversée. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs motions de censure. L'une d'entre elles a manqué la majorité à 9 voix près. C'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. En tout cas, le mécanisme de la Ve République, prévoyant que le gouvernement gouverne tant qu'il n'est pas renversé, a bien fonctionné. D'ailleurs, les députés étaient parfaitement conscients que si Mme Borne était renversée par une coalition de tous les députés, y compris les députés LR, sauf ceux qui sont fidèles au président Macron, il y aurait une dissolution derrière et il aurait fallu expliquer au pays pourquoi ce Parlement a besoin d'être renouvelé. C'est une tâche difficile, aucun d'entre eux n'a voulu s'y risquer. La deuxième observation concerne les mécanismes parlementaires eux-mêmes. Alors on a beaucoup glosé sur l'article 49 alinéa 3. Il a été utilisé comme il devait être utilisé, compte tenu de la révision de 2008 qui en limite l'usage. Pour la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, rien d'extraordinaire à cela. Pour la loi sur les retraites, rien d'extraordinaire non plus à cela. Car il faut se souvenir que l'article 49 alinéa 3 est le complément de l'article 20 alinéa 1 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Pour conduire cette politique, il a besoin de faire adopter par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat confondus, ou Assemblée nationale seule dans certains cas, un certain nombre de projets de loi. Est-ce que ces projets sont bons ou mauvais? Ce n'est pas ici qu'il faut en débattre, mais la seule chose que l'on puisse constater, c'est que lorsque le gouvernement est décidé à faire adopter tel ou tel projet, il est normal qu'il utilise les armes constitutionnelles qui sont à sa disposition. Et l'article 49 alinéa 3, qui n'est pas né en 1958, mais en réalité entre 1956 et 1957, à la suite des échecs répétés de la Quatrième République, a fonctionné comme il devait fonctionner. Alors, c'est pas la peine de répertorier les innombrables cas dans lesquels il a été mis en œuvre. Lorsqu'on le met en œuvre en première lecture sur une partie d'un projet de loi, il est parfaitement logique qu'on le mette en œuvre par la suite sur toutes les lectures de cette loi et sur tous les morceaux de cette loi qui ont besoin d'être adoptés selon une procédure distincte et autonome. Bref, il n'y a rien, à mon avis, à redire, au moins du point de vue constitutionnel, à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3. Que politiquement cela ait créé des difficultés, des soubresauts, que certains aient regretté que l'Assemblée nationale ne puisse pas s'opposer à la loi sur les retraites, c'est évidemment leur droit, mais les procédures ont été respectées. Le troisième aspect, c'est de souligner que la quasi-totalité des autres lois ont été adoptées par consensus, par accord, entre les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat,
et non pas grâce au vote en dernière lecture de la seule Assemblée nationale. Les commissions mixtes paritaires, 7 députés, 7 sénateurs, ont retrouvé un rôle qu'elles avaient un petit peu perdu. Et on s'aperçoit à cette occasion qu'il existe une majorité dans le Parlement d'aujourd'hui. Elle est très curieuse. Elle est composée de la majorité du Sénat et des députés Renaissance et leurs alliés qui soutiennent le gouvernement. Cette majorité, un peu bancale, il faut le reconnaître, est majoritaire en commission mixte paritaire. Et c'est là que se fait la loi. Alors il y a peut-être un véritable problème démocratique, car ce sont 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, qui voient la loi, qui l'écrivent, en dehors de la présence du gouvernement, même si celui-ci a des relais à travers ses amis. Et on s'aperçoit également que le poids du Sénat, de ce fait, est redevenu beaucoup plus important. En tout cas, les mécanismes de conciliation, de recherche d'un accord politique ont fonctionné comme la Constitution et son article 45 le prévoit. Quatrième observation, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Alors on l'a beaucoup critiqué à propos de la loi sur les retraites. Beaucoup auraient voulu qu'il censure cette loi au nom d'un détournement de procédure. Je l'ai dit à l'époque, je le répète aujourd'hui, je crois que le Conseil constitutionnel a jugé conformément d'une part à la Constitution, d'autre part à la logique démocratique. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement et les assemblées utilisent des procédures qui sont prévues soit dans la Constitution, soit dans le règlement, il n'y a rien à redire. Le Conseil constitutionnel n'a pas à choisir entre des procédures diverses pour faire adopter une loi. Il appartient aux acteurs du jeu parlementaire, gouvernement et assemblée, de le faire. Alors sur d'autres points, il a effectivement censuré, il a continué à censurer des cavaliers législatifs, il a amélioré la protection des libertés dans un certain nombre de domaines, et on s'aperçoit en fin de compte que le Conseil constitutionnel, comme les autres cours constitutionnelles ou les autres cours suprêmes, n'a pas vocation à contrecarrer le vote du Parlement. De ce point de vue, il se situe dans la lignée de ce qu'a été le rôle de la Cour suprême américaine au moment du New Deal. Le Conseil constitutionnel est un régulateur des libertés. Il n'est pas un régulateur des conflits politiques. Alors au-delà de cela, il me reste à vous souhaiter un bon mois d'août. Nous nous retrouverons dans quelques semaines. D'ici là, prenez des forces, nous en aurons besoin à la rentrée. Au revoir, à bientôt.